Jean Ziegler, accompagné de Françoise Scheller. Jean Ziegler, le plus contesté et le plus connu des Suisses à l'étranger, après Roger Federer, dit-on. Intellectuel et politique engagé, militant de terrain, vous avez été professeur de sociologie, député au Parlement, auteur de best-sellers, diplomate de l'ONU et primeur du jour. Voilà. Il est reparti pour un tour, il a été élu cet après-midi même au comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. On peut l'applaudir. Alors, dans toutes ses fonctions, et manifestement, il n'est pas prêt de s'arrêter, encore et toujours libre et rebelle, l'incarnation même des bibliothèques idéales de cette année. Alors, vous-même, vous avez retracé votre parcours dans le bonheur d'être suisse. On a compris. Vous refusez le terme d'autobiographie qui est, dites-vous, synonyme d'achevé, d'immuable et de définitif. Alors, je vous propose de faire, comme vous le suggérez dans la préface, une pause au bord du chemin. Alors, par où commencer? À Thun, dans le canton de Berne, en Suisse alémanique, où vous êtes né et avez passé votre enfance, milieu bourgeois, en train de conformisme helvétique et de rigueur protestante, c'est peu dire. C'est pire. Mais même si à l'adolescence, vous vous êtes violemment révolté contre votre père, vos parents et grands-parents vous ont malgré tout inculqué des valeurs qui ont guidé votre chemin tout au long de votre vie. Et Liselotte et Jean-Marie vont nous lire un petit extrait de ce que vous dites à ce propos. Je le fais sans l'accent suisse que de Jean Ziegler. Ma mère, mes grands-parents et mon père appartenaient à une race de Suisses, aujourd'hui en voie d'extinction. Celle des résistants, des gens scrupuleusement honnêtes qui vivent, pensent, rêvent un peu et agissent à des années-lumière des capitalistes modernes du pays. Anachronique dans un pays voué à l'accumulation et au profit, cette tribu m'a inculqué pour la vie la volonté maladroite et la plupart du temps inefficace de rester propre. Ça c'est vérifié. Alors, Marc Isaac, fais ton devoir, c'est la phrase que vous avez le plus entendue pendant votre enfance et adolescence. Marc Isaac. Et qui résume sans doute bien la morale familiale. Alors, j'aimerais, puisqu'on a un peu de temps aujourd'hui, qu'on parle de ce qu'on entend peut-être moins de vous, de tous ceux qui connaissent votre combat de longue date, mais dans l'orphelinat de Thun, à l'âge de 10 ans, vous découvrez la mort. Et je souhaiterais que vous en parliez parce que vous avez écrit que le fait de savoir avec certitude que votre vie finira, a déterminé tous vos choix. Je vous cite, « De ce jour, le désir de vivre, de comprendre le monde devint infini. Hélas, la finitude et l'infini font mauvais ménage. J'acquis le sentiment panique de la vie, il ne m'a plus jamais quitté. » Votre
condition de futur cadavre vous a révolté? Totalement. Vous voulez, c'est une question? Oui, c'est une question. Oui, alors, d'abord, je voulais dire merci à François Wolfman, ami de tant d'années, fidèle aux organisateurs de ce merveilleux convent. Madame, oui, parce que vous étiez votre gentillesse déjà midi et vous semblez être gentil encore ce soir. Ça fait commencer, attention. C'est pas pour l'instant, je vous remercie beaucoup. C'est une magnifique bibliothèque idéale, que vous soyez là ce soir pour débattre ensemble. Voilà, je vous remercie beaucoup. Strasbourg, telle merveille, une femme historique de l'âge, je me suis tapé un cours, épuisant pendant toute la matinée, mais ça valait le coup. Ça valait le coup, magnifique, cette ville. Voilà, question. J'ai écrit un livre qui s'appelle Libye-moi et la mort. Il y a quelques temps. La mort, c'est le scandale absolu. Sartre a dit toute mort est un assassinat, c'est une interruption, un assassinat. Parce qu'on a une double existence. C'est d'abord la structure cellulaire, physiologique et la nôtre, qui va vers la mort, puisqu'on vit le renouvellement cellulaire tous les 7 ans complètement et qui se ralentit avec l'âge avancé et qui s'arrête, et donc là, il y a une mort naturelle. Mais la conscience qui nous habite a une destinée tout à fait différente. Quand Sartre dit il n'y a pas de mort naturelle, toute mort est un assassinat, ça veut dire la conscience, elle est cumulative. Ma femme et moi, on a des petits-enfants, par exemple, magnifique, un petit mec de 2 ans. Il sait beaucoup moins de choses, sa conscience est beaucoup moins remplie de contenu que la mienne, qui suis bon. Donc la conscience a une destinée cumulative, s'élargit, connaît mieux, plus, etc. Et ne va pas vers la mort. Ne va pas vers la mort naturelle, pas du tout. Sauf évidemment si vous avez une attaque cérébrale et vous n'avez plus les moyens de la perception, de la concrétisation de cette conscience. Mais la conscience qui nous habite est destinée à l'infini. Comme disait Pascal, l'homme est un néant capable de Dieu. Et l'infini nous habite. Nous pouvons le penser, nous pensons l'histoire, bien au-delà de notre propre finitude. Bon, moi je crois en Dieu, peut-être la plupart de nous non, ma femme en tout cas pas. Là, il est évident que quelque chose existe qui nourrit dans l'infini de l'amour, du dépassement, cette existence. Il n'y a pas de mort naturelle, toute mort est un assassinat. Et donc, c'est scandaleux. Et donc vous l'avez su dans votre... Et je l'ai su tout de suite. Enfin, je veux dire, quand on m'a dit maintenant t'es vieux, ben pourquoi tu te bats pour les droits de l'homme, tu te tapes les Américains, les Israéliens, etc., les diffamations, tout ça, ce qui est fatigant, les attaques anonymes, tout ça. Les banquiers suisses, c'est un temps, 9 procès sur le dos, tous perdus, jusqu'à maintenant. Mais têtes, enfin bref, tout ça. On va y venir. Non, je te dis, ce combat-là, il s'insère. Immanuel Kant a dit l'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. Je pense que la chose la plus précieuse que nous ayons, c'est la conscience de l'identité. Tous les 5 secondes d'un enfant, c'est les chiffres de l'effort, et tous les 5 secondes d'un enfant meurt de faim, en dessous de 10 ans, meurt de faim, 53 000 personnes meurent de faim par jour, et 1 milliard, sur les 7 milliards que nous sommes, sont en permanence gravement sous-alimentés. On va y venir. Je dis une dernière phrase, laisse-moi dire une dernière phrase. J'étais le premier rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. J'ai vu Bangladesh, dans les bidonvilles de Karachi, en Mongolie, etc., des enfants mourir, c'est totalement intolérable, c'est fait de main d'homme et peut être brisé, ce massacre peut être arrêté par les hommes. Et ce qui nous sépare, c'est une chose que je veux dire, ce qui nous sépare des victimes, c'est le pur hasard. C'est le hasard de la naissance. C'est le pur hasard de la naissance biologique. Donc la conscience de l'identité, je pense, c'est le moteur
de l'histoire, ou en tout cas de ma petite histoire, qui se trouve consignée dans quelques livres. Bon, vous comprenez ma difficulté, hein, j'avais prévu... Non, je n'ai pas plus Non, mais il faut que vous parliez, mais ça ne va sans doute pas se dérouler comme je l'avais prévu, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Donc j'avais prévu de faire un déroulé un peu historique de votre vie, mais il y aura des digressions, c'est pas grave. Vous citez, dans l'histoire de votre vie, vous citez Schiller, et vous écrivez « Joyeux en être transporté au ciel, désespéré en mourir ». Enfin, ça c'est Schiller qui le dit, et vous dites « J'oscillais sans répit entre ces deux pôles extrêmes de l'âme, des chemins s'ouvraient par milliers devant moi, j'imaginais des destins infinis, j'étais incapable du moindre choix. » Il semble quand même que les choix se soient assez vite imposés, non? Pas du tout. Demandez à ma femme. Non, c'est vrai, ça, je ne veux pas commenter cette phrase, c'est vrai. Le privilège qu'on a, nous les Blancs, beaucoup, nous les Blancs, les Blanches, les Blancs n'ont jamais fait plus de 18% de la population de la planète. Aujourd'hui, nous sommes 13,2%. 13,2% sont blancs. Depuis la fin du XVe siècle, depuis le 4e voyage de Christophe Colomb, où la Terre est devenue ronde et connue dans son ensemble, ces Blancs dominent la planète, exploitent la planète, dominent la planète, la vie, toujours la force d'autrui, la nature d'autrui, etc., toujours selon des systèmes successifs, d'abord ce qu'on appelle la conquista, ensuite le commerce triangulaire pendant 350 ans, déportation esclavagiste, rapport des plantations coloniales, des minéraux, etc., etc. Ensuite, occupation coloniale, la prise directe territoriale, envahissement colonial, système colonial, ensuite le système impérialiste, et maintenant, la pire des dictatures, celle des oligarchies financières, des oligarchies du capital financier globalisé. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec des chiffres ce soir, ce n'est pas le moment, mais juste celle-là. Selon la Banque mondiale, l'année dernière, les 500 plus grandes sociétés multinationales, transcontinentales, privées, tous secteurs confondus, ont dominé, contrôlé 52,8% du produit mondial brut. Ça veut dire que toutes les marchandises, services, brevets, capitaux, etc., produites en une année sur la Terre. Cette mince oligarchie transcontinentale du capital financier a un pouvoir, exerce un pouvoir totalitaire et dictatorial comme jamais l'a fait un pape, un roi ou un empereur dans l'histoire des hommes. Échappe à tout contrôle social, c'est les fameuses forces du marché, impose de loi évidemment aux États nationaux les plus puissants, l'Amérique, la France, l'Allemagne, etc. Et on crée cette horde cannibale du monde qui, encore une fois, fait mourir tous les 5 secondes un enfant dessous de 10 ans sur une planète qui déborde de richesses. Donc, je le répète, tout enfant qui meurt de faim maintenant où nous parlons est assassiné. Il n'y a aucune fatalité. Aucune fatalité. Cet ordre cannibale est fait de main d'homme et peut et doit être brisé par les hommes. Et nous avons ce privilège extraordinaire de vivre dans des États qui abritent des sociétés dominatrices, mais qui sont des États de droit. Nous avons toutes les... Il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Vous pouvez discuter 1000 fois sur Confédération helvétique, j'ai des faits, etc. Dieu sait que le banditisme bancaire et helvétique, je connais. Il a réagi violemment à mes critiques. La France est critiquable, mais c'est une grande, vivante démocratie. Grande, l'Allemagne, la même chose. Il n'y a pas d'impuissance à la démocratie. Et si vous en aviez le temps, et si la grande présidente ne me laissait pas, parce que ça ne peut pas être le cas, je pourrais vous donner l'un après l'autre les mécanismes meurtriers, spéculation foncière sur les Allemands, etc., et vous dire quels sont des référendums, quels sont pour les citoyens et citoyennes de chez nous les armes constitutionnelles concrètes pour briser demain matin tel mécanisme meurtrier. Donc nous avons un immense privilège d'être tels que nous sommes, entre nos problèmes sociaux, tout ça, tout ce qu'on veut, enfin, vivons dans ces sociétés dominatrices qui sont des démocraties. Nous avons toutes ces armes pour briser cet ordre cannibale du monde. Et donc, ce privilège
transformer en action de résistance et si possible de révolte, puisque ce que François Verman, ou je ne sais pas qui a trouvé cette magnifique épithète, Pas moi. Pardon, c'est intelligent, ça veut dire voilà. Libre et rebelle. Bon, je comptais bien vous laisser parler, et même de tout ce dont vous venez de parler, mais dans ce que j'avais prévu, ça venait un peu plus tard. Mais ce n'est pas grave. Je reprends mon ouvrage. Enfin, je vais quand même supprimer pas mal de choses que j'avais prévues, donc disons qu'après, pour faire des raccourcis rapides, qu'après je laisse bien ranger, le changement s'opère vraiment à Paris. Vous faites des rencontres essentielles, celle de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, celle aussi de l'abbé Pierre. Et c'est là que s'est opéré, je crois, votre destin, votre vie d'homme révolté. Il faut dire que vous avez opéré une triple conversion en très peu de temps, du protestantisme au catholicisme, grâce à l'abbé Pierre, de la langue allemande à la langue française, et de la droite conservatrice à la gauche. Tout avec. Je peux te dire pourquoi. Ben oui, ouais. dites. Je me suis enfui évidemment de la maison, etc. Tout ça, j'ai une mauvaise conscience jusqu'à maintenant. J'ai insulté mon père, qui était un bon, bien président du tribunal, ma mère, fille de paysan, magnifique, pas cultivée, universitaire, mais chaleureuse, plein de tempérament, mais mon père solitaire, grand alpiniste, etc. Très cultivé. Et quand on lui demandait, à 15 ans, 14 ans, ça vous savez peut-être pour vos enfants, à quoi c'est le monde, pourquoi ces inégalités? Parce que je voyais les ouvriers de l'usine métallurgique de Toul s'élever. Toul, c'est une petite ville médiévale dans l'Oberland bernois. L'horizon est barré par les Alpes, évidemment, ça joue son rôle. Pourquoi ces ouvriers avaient des vieux vélos avec une gamelle à l'époque à l'usine le matin, et puis le soir sortait Madame Selvé dans la pancarte noire, etc. Je dis, mais comment expliquer aux les enfants placés, des petits paysans des montagnes qui avaient mon âge, mais qui avaient les chaussées trouées, mal sous-alimentées, etc. Pourquoi cette inégalité? La réponse calviniste typique de toute bonne foi, Dieu l'a voulu, tu ne peux rien faire, l'ordre du monde, Martisach. C'est presque la même chose. Martisach. Fais ce que tu dois faire. On a été là où Dieu t'a mis, fais ce que tu dois faire. Ah, c'est intolérable. Parce que ça vous projette devant les yeux une vie de pure reproduction. Vous comprenez, je me voyais tout à coup dans une cage de béton, hein, où il n'y avait pas ni liberté, ni issue, ni rien du tout, la pure reproduction. Bref, c'est bon. À Paris, j'ai eu l'immense chance d'être tombé sur Krivine et son équipe du groupe Clarté, qui était le groupe des étudiants communistes qui avait cette revue. Clarté, bon, je parlais l'allemand, j'avais un petit prestige parce que je pouvais lire Marx dans le texte. C'est la seule chose qui me rendait intéressant entre les yeux de mes camarades. Et Clarté a été dissous durant la guerre d'Algérie. Là, on parle durant la guerre d'Algérie, puisque Clarté, contrairement au PCF, a pris fait et cause pour la révolution algérienne et contre l'appel du contingent Balmollet, etc., etc. Et Jean-Paul Sartre, à travers son secrétaire Janson, qui avait dirigé donc le réseau de soutien clandestin, etc., Jean-Paul Sartre nous a recueillis un peu comme ça, comme au patronage. Là, il a signé l'appel pour la désertion, etc. Et je dois dire qu'à Sartre, qui était incroyable, je ne me souvenais plus, moi je suis d'une génération, évidemment, qui se souvient, à l'époque, c'était les temps modernes, c'était un évangile mensuel. C'était Sartre, c'est une voix, en tout cas, pour la gauche européenne, d'une sorte de. Le pape, c'est rien du tout comparé à l'influence de Sartre. Et Sartre nous a accueillis, moi j'étais vraiment petit socialement, j'ai un accent, etc. Je joue toujours, je n'ai jamais réussi.
réussi à m'en débarrasser de ce foutu accent. Et Gardez-le, gardez-le. non, il n'y a rien à faire, j'étais au conservatoire, j'ai quitté là. Il n'y a rien à faire. Non, c'est très étrange. C'est physiologique, c'est là. Hein. Très étrange, ça n'a rien à faire avec une intelligence. Mais maintenant, je suis dans le luxe. Je suis un écrivain français. Alors, je suis jaloux ce soir, simplement que je suis en fait un petit Suisse allemand. Enfin, bref. Et ça vit très vite après. Le Sartre. Vous a ouvert les yeux, avez-vous dit? M'ouvrir les yeux, a changé aussi ma d'abord. Ensuite, quand Clarté était dissous, j'ai dû quitter Sciences Po, j'ai eu un premier travail avec les Nations Unies, mais vraiment comme tout petit bonhomme au Congo, après l'assassinat en hiver. Mais Sartre, quand je suis revenu, m'a dit, racontez-moi tout ça, etc., a publié mon premier texte dans les temps modernes. Et depuis lors, tout jeune. Et Simone de Beauvoir a corrigé un peu le manuscrit très sévèrement. Oui, ben oui, parce que je pense que c'est elle qui vous a baptisé Jean, puisque vous êtes né Hans. Oui, alors je ne vais pas nier. Non, mais ça, c'est des détails, mais ça vous montre, Sartre était incroyable de générosité, téléphonie à Gallimard, je peux dire, ce texte de Ziegler, etc. Incroyable, je suis entré de plein pied dans la grande édition française. Alors, bon, Simone de Beauvoir, évidemment, le premier texte qui s'appelle Le Mercenariat au Katanga, parce que j'étais le secrétaire de Haute-Pointe, représentant spécial de Hammershøi, qui lui-même assassiné après à Elisabethville à l'époque de Lubumbashi, dans le sous-sol de l'hôpital militaire italien, où les mercenaires ne vont pas, etc. J'ai cette expérience-là, Sartre, quand je suis revenu à Noël en Europe, raconté, m'a dit, il faut écrire tout ça, et la prévue publication dans les temps modernes. Et au premier étage du Flore, là où sont les canapés verts, jusqu'à ce jour, Simone de Beauvoir, ils n'ont jamais vécu ensemble, Simone de Beauvoir avait l'habitude de travailler. Elle a pris mon texte, elle a massacré complètement, etc. Et à la fin, elle arrive et dit, Hans, c'est pas possible, c'est pas un nom. C'est pas lui, Jean. Donc je me Elle était froide, hein, elle était. Enfin bref. Mais ça, incroyable de générosité, d'attention à interroger, etc. Ensuite, il a écrit l'introduction à la pensée politique de Lumumba et la magnifique préface au Damné de la Terre de Fanon. Que j'ai reçu. Je voudrais, parce que tu crois quoi, Sophie? Vos petits amis avaient... Plus personne parle de ça. Si. Magnifique. Mais je voulais parler justement de ce qui vous a ramené vers Sartre après votre... vous étiez envoyé en tant qu'assistant de l'envoyé spécial de l'ONU, et vous racontez quand même que votre vie a basculé. Et j'en arrive à nous lire un petit extrait. Donc j'ai juste une petite phrase avant. Vous écrivez, à Paris, je m'étais construit une forteresse pour abriter confortablement ma révolte. J'étais désormais un marxiste convaincu, comprenant parfaitement le monde, maniant l'exégèse et le langage convenu, en français, s'il vous plaît, avec un certain brio. Le Suisse alémanique que j'étais en éprouvait une fierté légitime. En bref, à mon arrivée au Congo, je portais une armure rayonnante où se reflétait le monde et les hommes d'alentour. Elle était imperméable au doute. J'étais en possession d'une totalité conceptuelle sur laquelle je me reposais, comme le moissonneur sur sa montagne de gerbes coupées. J'étais en sécurité, orgueilleux de mon savoir. Autour de moi, je distribuais mes certitudes avec une générosité bruyante. Or, devant la brutalité quotidienne de l'armée nationale congolaise, la corruption régnante à l'ONU, l'agonie silencieuse des enfants, leur désespoir, mon armure commença à se lézarder. Elle fut rapidement en loques. Mes yeux, mon corps et ma conscience étaient livrés sans défense à une réalité qu'aucune conviction ne parvenait à refouler, qu'aucun concept ne maîtrisait plus. Le navire de mes certitudes prenait... de 27 ans et que vous êtes bouleversé par les massacres post-coloniaux. Vous avez vraiment très très bien choisi.
Et vous avez écrit « Je me suis juré que jamais plus je ne serai, même par accident, du côté des bourreaux ». Alors j'ai deux choses à dire. D'une part, donc c'est vrai ce qui vient d'être lu. Vous imaginez pas, le temps va tellement vite. Samedi matin, nous allons fêter à la Sorbonne, Saint Richelieu, il va directement à une fin, les 40 ans de l'assassinat de Salvador Allende, Saint Richelieu, la Sorbonne. Et si je viens, là on parle d'il y a 30-40 ans, 40 ans, pas d'il y a 40 ans. À l'époque, en France, en Europe en général, mais surtout en France, il y avait les communistes, il y avait les marxistes. Et quand vous étiez formé à cette école-là, vous étiez d'une sûreté de soi totale. L'histoire était un livre ouvert qu'on lisait, on connaissait les étapes successives, on connaissait les multiples mutations de la lutte des classes qui se meurent en lutte communiste, etc. Avec une certitude que ça me fait peur si je pense ce que j'étais. Un bloc de béton d'une stupidité totale. Je veux dire, vraiment. Et j'arrive avec cette formation qui est à la fois formidable, mais totalement aveugle sur les trois quarts des choses du monde, l'émotion, le phénomène culturel, la spécificité des nations, etc. Au Congo, où le Congo venait d'être assassiné, où Takam Jeune, pour la première fois, avait pris en main un pays, l'ONU, avec une armée, les casques bleus étaient inventés à ce moment-là, une armée de l'ONU luttait contre les mercenaires au Katanga pour la reconquête des mines, et l'administration civile qui devait se substituer à ce chaos, et moi j'étais là-dedans comme un tout petit mec, l'assistant de Brian Alpal. Et tout à coup, cette armure-là, que j'ai emmenée depuis Paris, se fissurer, sauter en mille morceaux. Parce que d'une part, tous les Noirs n'étaient pas des victimes, parce que j'ai vu Mobutu, qui était commandant en chef de l'armée nationale, revenir du Kasaï, de sa campagne du Kasaï, avec des camions, goûter le sang avec des prisonniers enchaînés, menottés, battus, devant la foule, sur le boulevard Albert, qui applaudissait. C'était les prisonniers Baluba, Mobutu, tueur, il était noir, pas une victime. Et d'autre part, je voyais des blancs, par exemple près de Kalina, l'hôtel où on était, le dernier hôtel qui était entouré par les Gourkas et les Barbelés, où on résidait, il avait une station de lépreux. Et il y avait des jésuites, belges, français, américains, même deux, qui étaient blancs, et qui évidemment sacrifiaient leur vie pour trouver de la nourriture, etc., pour les lépreux. Donc ce n'était pas des dominateurs coloniaux, les blancs dominateurs coloniaux qu'il fallait combattre, c'était l'incarnation même de ce que l'homme devait faire et être. Donc plus rien ne jouait dans ma perception du monde. Vous comprenez? Plus rien ne jouait. J'étais réduit à néant quant à ma structure. Est venu cet événement, la seule certitude que j'ai eue finalement, l'événement que je reviens dans la destruction massive là-dessus, c'était des livres, on ne peut pas bien penser à ça. Kalina, donc c'est une banlieue chic sur la montagne près du fleuve, c'était rapide. Kalina, il y avait un hôtel qui était debout, entouré de barbelés, et les Gourkas, c'est des combattants, des soldats népalais au service anglais, les Gourkas, ils se construisent les couteaux courbés, etc., qui passaient dangereux, qui nous gardaient. Et tous les soirs, les cuisiniers indiens, pakistanais, etc., jetaient sur les barbelés les restes de viande, de nourriture, etc., de légumes, de pain qu'on ne mangeait pas. Et nous, on était au deuxième étage, on mangeait, musique, etc., et on regardait en bas. Et tous les soirs, venaient à la tombée de la nuit, sur le boulevard Albert, qui s'appelle maintenant boulevard de la Liberté, des bidonvilles de la ville, le cortège des femmes et des enfants en général, sous-alimentés évidemment, les gosses grimpaient sur les rouleaux de pour arracher au barbelé un bout de viande, un bout de
de légumes pourris, etc. Les Gurkhas, avec leur couteau, pas avec leur table crosse, leur tapé sur les têtes, leur tapé, ouvraient avec le couvrit les mains et approchaient le stade. Et nous, et moi, j'étais au deuxième étage, je voyais ça. Et il y a des moments dans la vie, quand on se rencontre après, un moment vraiment fondateur, charnière, tout ce que je me suis dit, j'ai lu ça, je me suis dit, quoi qu'il arrive dans ma vie, quoi que je fasse, je ne savais absolument rien de ce qui arriverait et ce que je ferais, parce que je flottais complètement pour les raisons que je vous ai dit. Je me suis dit, plus jamais je ne serai du côté des mots. Quelle que soit mon existence future, etc., que j'entrevoyais, pas du tout, plus jamais je ne serai du côté des mots. Et ça, c'est assez un fondement assez solide. On peut dire que... Parce que le type de l'UBS, c'est de l'eau. Excusez-moi. Vous avez rendu compte à l'UBS, ça va. Non. Vous comprenez, c'est l'identification de l'ennemi et celui qui va dans le sens de l'histoire, qui suit l'eschatologie. Bernanos a dit Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres. C'est Bernanos. Je vois Bernanos. Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres. Et c'est vrai. Ou bien c'est nous qui changeons cet ordre cannibale du monde, ou bien c'est vrai. Je crois qu'on peut dire que ce que vous avez vécu et vu là-bas était presque valeur d'événements initiatiques dans votre vie et que la passion d'Afrique ne vous a plus jamais quitté. Alors, parce que les grandes cultures du monde sont africaines, c'est que l'Afrique m'a pris surtout la diaspora, parce que dans les Viva et l'amour, j'ai écrit la diaspora Yoruba au Brésil, c'est extraordinaire. Enfin, on n'a pas longtemps. On ne pourra pas parler de tout ça. Alors, mais il faut discuter un peu sur comment les gens vont s'adapter. Non, mais ne vous inquiétez pas, il y aura du temps pour tout le monde. Donc, finalement, après tout ça, vous souffrez d'un sentiment d'impuissance et le gêne aussi de figurer parmi les privilégiés. Vous décidez de vous battre, vous vous faites élire député, conseiller municipal de la ville de Genève d'abord et ensuite, plus tard, membre du Parlement fédéral. Combien de temps? Pendant 28 ans, je crois. Avec une pause de 4 ans. Ça servit à rien. Et commence donc la série des livres combats où vous tirez à boulet rouge sur le système capitaliste et ça ne s'est pas vraiment arrêté. Donc votre premier best-seller, La Suisse au-dessus de tout soupçon, se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Suit La Suisse plus blanc, etc. Autre brûlot. Bon, on ne va pas tous les citer parce qu'il a écrit de nombreux livres, mais ils sont tous derrière, vous pourrez vous les procurer. Mais en tout cas, ça vous vaut des haines féroces, des calomnies, des menaces de mort. Je donne un petit échantillon. Professeur dévoyé, sociologue arrogant, doctrinaire aveugle, justicier mégalomane, traître à la patrie, n'est-ce pas le Schmutz? Vous êtes en Suisse l'ennemi public numéro 1. Et les 9 procès que j'ai pu espérer. 9 procès, et il faut dire l'oligarchie, comme vous l'appelez, a quand même tout fait pour vous faire taire, essayer de vous attirer de l'université, enlever l'immunité parlementaire, mais vous arrivez quand même à revenir toujours et à vous faire réélire. Et donc votre révolte contre la dictature mondiale du capital financier est, je pense aujourd'hui, intacte. Alors, avant de parler, puisqu'on va laisser du temps à la salle, mais de vos combats passés à l'ONU en tant que rapporteur pour l'alimentation et même déjà aux droits de l'homme et à nouveau, je voudrais que nos amis nous donnent quelques citations introductives à notre échange, tirées de Destruction massive et de la haine de l'Occident. C'est ça? C'est ça. Oui. Vas-y. Toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim. Un enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné. L'agriculture d'aujourd'hui pourrait nourrir 12 milliards d'êtres humains. La faim tient du crime organisé. Tout le discours des droits de l'homme tenu par les Occidentaux est marqué par le double langage, ou pire, par une véritable schizophrénie. Le banditisme bancaire a créé des milliers
Mais dans les pays du Sud, ils tuent. Et la dernière citation qu'on a pris dans le documentaire qui est passé sur Arte il y a une semaine ou 2 semaines sur les paradis fiscaux, citation. Le riche porte la loi dans sa bourse, disait Jean-Jacques Rousseau. Et chez Jean Ziegler, cela devient les riches ont la loi dans leur porte-monnaie. Comment expliquer ce massacre de la faim? Qui doit en assumer la responsabilité? Vous dénoncez souvent l'hypocrisie de l'Union européenne. Je vous laisse parler. Longtemps. Oui, longtemps. D'abord, je remercie vraiment nos amis de leur intervention qui est magnifique. Je réponds tout de suite, mais d'abord je vais anticiper une accusation qu'on me fait souvent et qui vient certainement de la salle ce soir, donc je vais tout de suite la couper. Puisqu'on entre dans un débat maintenant plus. Souvent on me dit, finalement, tu vas chercher un écrasement financier, les dettes de 6 millions d'euros, etc. Tu es trop extrémiste. Tu es trop extrémiste. Alors je vous lis un passage de la Bible, de l'Ecclésiastique, que j'ai reproduit à l'entrée de Destruction massive. L'Ecclésiastique dit: une maigre nourriture, c'est la vie des pauvres. Les en priver, c'est commettre un meurtre. C'est tuer son prochain que de lui ôter sa subsistance. C'est répandre le sang que de priver le salarié de son dû. Exactement. Et c'est la Bible de Jérusalem, etc. Donc, comparé à ce que dit la Bible sur cette question du massacre de la faim, je suis presque centriste, modéré, de Molachu à la Bayrou, etc. Comparé à la Bible. Donc, vous dites d'où vient ce massacre quotidien de la faim sur une planète qui déporte aujourd'hui pour la première fois de richesse de l'Alsace, de Bretagne, du Lombardie, etc., d'un continent suisse. Par les siècles passés, des gens ont émigré pour fuir la misère, la faim, etc., au-delà des mers. Aujourd'hui, pour la première fois, il n'y a plus de manque objectif. Plus de manque objectif parce que l'humanité, dans les derniers 50-60 ans, a vécu une formidable succession de révolutions électroniques, technologiques, industrielles, admirables, qui a, donc souvent les multinationales étaient les acteurs principaux, sont les acteurs principaux, qui ont potentialisé extraordinairement les forces de production de l'humanité. Aujourd'hui, encore une fois, le manque objectif a disparu. C'est l'accès à la nourriture, quand elle est niée, qui tue. Ce n'est pas le manque de production de la nourriture qui tue. Quels sont rapidement les mécanismes principaux qui tuent? Ils sont tous faits de main d'homme et peuvent donc être brisés par les hommes. Il n'y a aucune fatalité nulle part. D'une part, je les cite là après l'autre rapidement, les principaux seulement. D'abord, la spéculation boursière sur les aliments de base. Aliments de base, c'est maïs, blé et riz, qui couvrent 75% de la consommation mondiale. Les hedge funds, qui ont fait des pertes énormes, les spéculateurs, 2008-2009, dans les bourses financières, ils ont fait des pertes, 85 000 milliards de dollars, valeur patrimoniale, qui ont été détruites par cette spéculation, crise financière, comme on dit, des neutres ont migré sur les bourses des matières premières. Et essentiellement des matières premières agricoles, Chicago, comme on dit, Stock Exchange, etc. Et font là, tout à fait légalement, je suis assez processus de donc je le répète, tout à fait légalement, à la bourse de Francfort, de New York, etc., des profits astronomiques avec les biens agricoles, avec la nourriture des hommes. Et dans les bidonvilles du monde, les mères qui doivent avec très peu d'argent acheter la nourriture quotidienne, devant les prix qui explosent, en 2 ans, comptant de 2012 et octobre 2012 en arrière,
le prix mondial du maïs a augmenté de 63%, le prix mondial du riz de 32,8% et la tonne de blé meunier a pratiquement doublé. Je vous donne une anecdote, j'étais un certain temps à Lima, en route vers la Bolivie, mais comme on a 4000 mètres d'altitude, à Lima, dans un bidonville, terre des hommes, à une crèche, etc. Donc je connais un peu dans un des calampas de Lima. La queue des mers, la file des mers s'est formée à la tombée du soleil. Je suis resté au dépôt de riz jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, je n'ai pas vu une seule femme, quel que soit le nombre d'enfants qu'il avait à la maison, une seule femme qui a acheté ne serait-ce que 10 kilos de riz. Tout le riz était acheté dans un gobelet de plastique. Alors la femme va à la maison, achète un gobelet de plastique, va à la maison, fait du feu sur la casserole, quand l'eau bout, elle vide le gobelet dans l'eau bouillante, et alors flotte quelques grains de riz sur l'eau bouillante. Et c'est la nourriture du jour pour ses enfants, pour son mari, si elle en a, en général elle n'en a pas, et pour la famille. Et les enfants pénétrent et meurent à cause de la spéculation. La spéculation peut être arrêtée demain matin, par une décision de l'Assemblée nationale française en ce qui concerne la France. Un alinéa supplémentaire, aucune bourse du monde ne fonctionne à l'air libre, enfin, elle est normativement contrôlée. Une loi sur la bourse en Amérique, en Suisse, en Angleterre, en France, par les Bourbons, un alinéa supplémentaire dans cette loi qui dit sont interdits les spéculations sur les aliments de base, aussi sur les aliments de base qui sont, double point, maïs, riz et blé, pour quiconque qui n'est ni producteur ni consommateur. Et des millions d'êtres humains seront sauvés. Deuxième mécanisme, le dumping agricole. Les 28 pays de l'Union européenne ont de surplus agricole pour des multiples raisons, parce qu'on est très très subventionné, les paysans sont très puissants politiques, enfin bref, pour toutes sortes de raisons, il y a un surplus production qui est, jusqu'à récemment, il y a différents systèmes qui sont appliqués, mais globalement, c'est le dumping. Sur n'importe quel marché africain aujourd'hui, Dakar, la Dakar, le plus coloré, bruyant, odorant marché d'Afrique occidentale, vous pouvez acheter des fruits, des légumes, des poulets, etc., français, grecs, portugais, etc. Moins cher que les produits. La moitié ou un tiers du prix des produits équivalents locaux. Et quelques kilomètres plus loin, vous avez le paysan tout couleur Wolof, plus loin, Bambara, avec sa femme, ses enfants, sous un soleil brûlant, qui s'épuise au travail pendant 12 heures par jour, qui n'a pas la moindre chance d'arriver à un minimum vital. Pas la moindre chance. Alors, l'hypocrisie des commissaires de Bruxelles est abyssale. D'une part, ils fabriquent la faim en Afrique parce que des 54 pays africains, 35 sont des pays pratiquement agricoles, et leur agriculture est détruite par le dumping. Donc, l'hypocrisie fabrique, les commissaires de Bruxelles fabriquent d'une part la faim et rejette par des moyens militaires, par cette fameuse semi-clandestine personnellement parlée, semi-clandestine d'organisation qui s'appelle Frontex, à la mer, les réfugiés de la faim, les survivants qui essayent d'arriver à la frontière méridionale de la forteresse Europe. 2000 km de la côte mauritanienne, sénégalaise, Saint-Louis, etc., jusqu'aux Canaries, donc la frontière méridionale de l'Espagne, 2000 km à travers l'Atlantique du Sud, beaucoup plus proche évidemment de la côte maghrébine, à Lampedusa et à Malte. Et des milliers par an disparaissent dans les flots et les autres sont renvoyés. Alors, hypocrite. Demain matin, nous pouvons obtenir de notre ministre de l'Agriculture que le dumping s'arrête pour l'obtenir. Troisième mécanisme, il y en a 4. Il y a 4. Non, mais je vais être précis dans ce cas. Troisième mécanisme, il y en a d'autres, mais je reste avec les 4 principaux. Troisième mécanisme, c'est les agrocarburants. Les États-Unis d'Amérique, l'année dernière, ont brûlé 138 millions de tonnes, je prends le plus grand producteur, 138 millions de tonnes de maïs et des centaines de millions de tonnes de blé pour en faire du
du bioéthanol et du biodiesel. La France n'est pas un grand promoteur, mais a un tarif douanier favorable à l'importation de l'énergie végétale par rapport à l'énergie fossile, au carburant fossile. Alors, juste une parenthèse. Non, il ne faut pas être dogmatique. C'est vrai que d'abord, Bush a mis en place, Obama a repris ce programme, a dit it's a cause of national security, c'est un problème de sécurité nationale, la conversion au biocarburant. C'est vrai que le président américain n'est pas un pur cynique du monde, il crève et nous brûle notre nourriture, c'est pas du tout ça. Il y a un raisonnement derrière. Les États-Unis d'Amérique, ils ont 300 millions d'habitants, ce qui est très peu par rapport à la Chine, 1,3 milliard, l'Inde, 1,2 milliard, mais reste, curieusement, étrangement, la première puissance industrielle du monde. L'année dernière encore, un bien industriel sur 4 était de fabrication américaine. Pour faire tourner cette machine industrielle admirable, extraordinaire, créatrice, toujours de nouveaux brevets, etc., pour faire tourner cette machine, les États-Unis utilisent 20 millions de barils jour, 20 millions de barils de pétrole par jour. De ces 20 millions, 8 seulement sont produits entre l'Alaska et le Texas, c'est-à-dire sur le sol américain. Le reste, 61%, sont importés. Et encore sont importés d'où? De régions extrêmement dangereuses. Delta du Niger, guerre civile sanglante, Asie centrale, instabilité, surtout Moyen-Orient. Ce qui force les États-Unis, quel que soit le président, de maintenir des forces armées totalement disproportionnées pour sécuriser ces régions, de payer l'État mercenaire d'Israël 3 milliards de dollars d'aide militaire par an. L'armée égyptienne reçoit 1,2 milliard par an du contribuable, et c'est des tueurs, l'armée égyptienne, la preuve, ce qui s'est passé en juillet, etc., stabiliser ces Émirats totalement corrompus du Golfe, l'Arabie Saoudite, etc. Et Obama dit très justement, si je veux financer mes programmes sociaux, il veut financer sincèrement le programme de santé, il faut que je réduise le budget du Pentagone. Je ne peux réduire le budget du Pentagone que si je diminue l'importation du pétrole étranger. Je ne peux diminuer l'import du pétrole étranger, l'importation de pétrole étranger, uniquement si je convertis une partie de l'énergie fossile en énergie verte, en énergie végétale. On peut comprendre, ce n'est pas du pur cynisme, vous comprenez? On peut comprendre cet argument que. Mais brûler des millions de tonnes de nourriture sur une planète où tous les 5 secondes un enfant meurt de faim est un crime contre l'humanité. Je vous donne un exemple. Si vous avez une voiture qui fonctionne au bioéthanol, en Suède, c'est la moitié déjà qui fonctionne pour des raisons climatiques, c'est des terrains terribles, des raisons climatiques, etc. Et c'est vrai que c'est l'énergie fossile qui détruit le CO2, la couche d'ozone, etc. La moitié des voitures fonctionnent déjà au bioéthanol. Si vous remplissez un tank, un réservoir, voiture normale, de 50 litres avec du bioéthanol, vous devez brûler 352 kilos de maïs. Or, au Mexique et en Zambie, où le maïs est nourriture de base, un enfant vit pendant une année avec les 352 kilos de maïs. Donc c'est bien un crime intolérable. Demain matin, on peut interdire, enfin nous en France, en Europe en général, il n'y a pas un grand producteur, changer la loi sur le tarif douanier, qui est une loi qui est discutée au Parlement périodiquement, etc., et biffer le chapitre qui privilégie l'importation de biocarburants. Je le fais. Quatrième et dernier point, c'est évidemment le surendettement des pays du tiers-monde. Les 122 pays dits du tiers-monde, l'hémisphère sud, sans l'Inde et la Chine, l'année dernière, le 31 décembre, la Banque mondiale ont eu une dette extérieure de 2100 milliards de dollars. Et pour la plupart des pays africains, je prends le Mali, je prends les pays sahéliens, les 5 pays sahéliens, etc.,
tout ce qu'ils gagnent avec le peu d'exportation, les arachides du Sénégal, le coton du Bénin, etc., sur le marché mondial, en devise, va directement au service de la dette, c'est-à-dire aux banques de Francfort, de New York, de Paris, etc., de dette, les intérêts et les tranches d'amortissement. Et ces pays-là, qui sont des purs pays agricoles, ceux que je viens de nommer, je peux prendre d'autres exemples, n'ont pas le moindre sou pour investir dans leur agriculture, qui sont des terres arables, souvent extraordinaires, qui sont sous-peuplées, ces pays sont sous-peuplés, et qui sont d'une classe paysanne, les Bambara, les Toucouleurs, les Wolofs, les Nagos du nord du Bénin, etc., ancestrales, avec un savoir météorologique, le savoir des semences, enfin, connaissance paysanne extraordinaire. Bon, pas le même. 3,8%, je vous donne un chiffre, 3,8% des terres arables du continent africain seulement sont irriguées. Irriguées artificiellement. Tout le reste, c'est de l'agriculture de pluie comme il y a 5000 ans, avec tous les risques climatiques, etc., etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est désendetter les plus pauvres des pays du monde pour donner au gouvernement, corrompu ou pas, peu importe, pour donner objectivement, physiquement au gouvernement, la possibilité d'investir un minimum dans l'agriculture. Alors, il y a une argumentation, et puis je m'arrête, mais je suis content de pouvoir parler publiquement à un important public qui est fait de gens qui font l'opinion. La Banque mondiale, elle dit que ce que c'est cette productivité africaine, c'est vrai qu'en temps normal, quand il n'y a ni guerre, ni criquet, ni sécheresse prolongée, etc., les temps normaux sont rares, par exemple au Sahel et dans le Golfe de l'Afrique, 1 hectare de céréales au Sahel donne 600 à 700 kilos. Céréales, là c'est le mil. En Bretagne, au bas de Württemberg, c'est 10 tonnes, c'est 10 000 kilos. 10 000 kilos. La Banque mondiale qui regarde les paysans africains, capables, etc., etc. Mieux vaut donner ces terres à des hedge funds, à des investisseurs étrangers, des multinationales. L'année dernière, 41 millions d'hectares ont été aliénés, retirés aux paysans par 1000 moyens pour les donner à des hedge funds qui importent des travailleurs migrants du Sri Lanka, du Pakistan, etc., pour faire des roses, des légumes, etc., qui sont exportés ensuite en Europe, au Japon, aux États-Unis. Alors, c'est vrai qu'il y a une extraordinaire différence de productivité, mais non pas parce que le paysan africain est tellement moins compétent ou moins travailleur que le paysan français, évidemment pas, mais simplement il n'y a pas d'entrant. Il n'y a pas d'entrant, pas d'aide, rien du tout. Donc il faut désendetter. Décembre, dernière chose que je dis, vraiment dernière, je crois, bien que je ne crois pas, le 20 décembre prochaine Assemblée Générale du Fonds monétaire international à Washington. Pierre Moscovici n'est pas tombé du ciel. Il est là, ministre des Finances de la France, par délégation populaire, révocable d'ailleurs, par délégation, révocable. Nous pouvons obtenir, et puis au FMI, je dis très rapidement, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est un État, un vote, c'est extraordinaire, la Chine a 1,3 milliard d'habitants à une loi, et le plus petit État des 194 États membres, que le Vatican qui n'est pas membre, on n'en a vraiment pas besoin, c'est, ma femme m'a corrigé, j'allais dire ce mot, Vanuatu, bon, dans le Pacifique. Vanuatu et la République populaire de Chine ont chacun une loi dans l'Assemblée générale. Mais au FMI, c'est complètement différent. C'est $1, one vote. $1, un vote. Et une puissance économique forte, importante, comme la France, a 17% des tirages, on donne les droits des tirages, enfin a des voix très très importants, un nombre de votes très important au FMI. Autrement dit, ici, on obtenait de Moscovici qu'en décembre, il vote pour une fois, non pas pour les intérêts des banques créanciers
France et ailleurs, mais surtout en France, évidemment pour lui, mais pour le désendettement total des 50 pays, par exemple, les plus pauvres, c'est une catégorie des Nations Unies, les 5 plus pauvres, il sauverait immédiatement des centaines de milliers de vies. Immédiatement. Ça permettrait à ces pays d'investir dans l'agriculture. Et nous pouvons obtenir cela d'un ministre des Finances de la République. Je termine. Le massacre fait de main d'homme peut être brisé par les hommes, et si nous ne le faisons pas, nous sommes des complices. Je vous pose une dernière question avant que... Mais les solutions, ça fait longtemps que vous en parlez, or rien ne se passe. Où est-ce que vous voyez l'espoir? Est-ce que vous pensez qu'il est possible de lutter contre les multinationales? Est-ce que la société civile a une responsabilité? Où est-ce que vous voyez un possible renversement? Parce que je veux dire, tout ce que vous avez dit est l'évidence, et or rien ne se passe. Vous y croyez, par exemple, à ce que pourrait faire Moscovici ou pas? Totalement, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question d'analyse. Un ministre des Finances de la République française a des pouvoirs énormes au FMI. Pouvoirs énormes. La France est un pays puissant. En plus, c'est une démocratie vivante, authentique. Mille choses, si vous voulez. La politique des Roms de base, c'est horrible, et tout ce que vous voulez, mais c'est une authentique vivante démocratie, un état de droit. Et un ministre là, et là par délégation, etc. Donc techniquement, instrumentalement, on peut obtenir ce comportement-là. Mais il y a le Che Guevara, assassiné le 8 octobre 1967. Che Guevara disait: les murs les plus puissants s'effondrent par des fissures. Et partout des fissures apparaissent. C'est extraordinaire. Partout des fissures apparaissent. On était à midi grâce à vous, ce magnifique bistrot, j'ai presque pas eu le temps de manger malheureusement. Moi j'ai mangé quand même de la choucroute et du ferrat, c'est pas mal. Il y avait par exemple, pour l'Alsace, un responsable à Tatak. Vous savez ce que c'est Attac? Attac, c'est cette réunion de citoyens et citoyennes qui veulent introduire, que les États introduisent la taxe Tobin. Tobin était le conseiller de Kennedy pour le Nobel. Taxe sur la transaction financière. Que les États frappent d'une taxe négative, enfin prélèvent une taxe d'1%, 2%, etc., peu importe, enfin, ça c'est à discuter, sur du capital spéculatif qui ne s'investissent que très court terme, qui fait de la spéculation, qui repart en le profit, qui n'investit pas vraiment dans les économies, qui soit puni par un prélèvement de taxes selon le temps de présence dans ce marché. J'étais il y a 11 ans à l'Université technique de Berlin, au congrès européen fondateur d'Attac. Tout le monde nous a traités d'utopistes, de souriers, quelques mecs, la femme, etc. Vraiment, les utils qui connaissaient rien l'économie, qui rêvent, bref. Aujourd'hui, il y a 11 pays industriels qui enquêtent, qui évoquent l'introduction de la taxe Tobin, puisque le capital spéculatif ravage les économies, pas seulement à la bourse alimentaire, mais sur le plan dans l'immobilier parisien, les jeux de loi, etc., etc. Donc 11 pays veulent introduire ces taxes antispéculatives. Et ça, c'est un processus qui est en train de faire, enfin, on en a discuté au club de la presse, mais c'était tout à fait passionnant, parce que c'était des Alsaciens, des hommes et des femmes de militants, patiemment dans l'obscurité, etc., pour ça, eh bien, ils vont aboutir. Donc, les fissures s'élargissent. Et le mur, un jour, c'est la Révolution française, vous savez, hein, les quelques artisans mal nourris du boulevard, du
faubourg Saint-Antoine, du faubourg Saint-Martin, qui voient la Bastille, la prison du roi, où sont emprisonnés leurs copains et leurs familles, là, n'ont rien à manger, qui ne savent pas continuer, il faut les libérer, on va prendre la Bastille, se mettent en route. Évidemment, 30 mètres d'auteur, 20 mètres des murs, 20 mètres les fossés remplis d'eau, etc. Eux, ils avaient des faux, des épées fabriquées eux-mêmes, etc. Bon. Et Delaunay a simplement, le gouverneur a fait monter le pont de lui, là, c'est terminé. Et un de ceux-là, on ne sait malheureusement pas qui c'est, c'était le 14 juillet, 2 heures de l'après-midi, 1789, 2 heures de l'après-midi, un parmi les insurgés avait l'idée géniale qui met là, à Versailles, il y a ce Lafayette, qui, à la tête de la milice bourgeoise, qui a lutté avec les insurgés américains contre un autre roi, le roi d'Angleterre, en Amérique. On va le chercher, il va nous aider. Lafayette a tout de suite compris, a envoyé les fameux 2 bataillons, 8 canons, dirigés sur le pont-levis. Delaunay a eu peur, baissé le peuple de Paris et entré dans la forteresse, a massacré un peu le gouverneur, mais et libéré les prisonniers. Début de la Révolution française, qui s'est répandue à travers le monde, qui nous a donné des valeurs et des institutions qui nous gouvernent encore aujourd'hui. Mais c'était totalement imprévisible. Si quelqu'un était né Nouvelle d'Alsace, ou de FR3, était sur les bords de la Seine, ce soir-là, le 14 juillet, il aurait pris un insurgé par le veston, enfin, ils n'avaient pas de veston, ils avaient quelque chose, par le bras, et puis, écoutez, monsieur Dupont, là, vous allez prendre la Bastille, elle brûle, etc., etc. Mais enfin, maintenant, expliquez-moi, quelle est la Constitution de la Première République? Quel est le texte de la Constitution de la Première République? Ou quel est le texte de la Déclaration du Champ de Mars, séparation Église, État? Des événements qui viennent 3, 4 ans plus tard, 4 ans ou 5 ans plus tard. Vous voyez bien que c'est une question tout à fait absurde. Absurde. La révolution, l'insurrection, ce qu'elle produit est totalement imprévisible. C'est vrai que le 14 juillet, finalement, a produit la mort du roi, l'abolition de la féodalité, enfin, il a eu le 4 août, et la naissance de la République. C'est vrai, mais d'une façon totalement imprévisible. On ne peut pas anticiper du tout. Eh bien, nous sommes dans cette phase, à la veille de cette insurrection, à la veille. Et Marx a dit, le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'air. Ce qui nous est demandé, la mobilisation, mais une extrême attention aussi à l'histoire qui se fait. Plusieurs personnes veulent poser des questions, alors à vous. Monsieur, je crois qu'il y a normalement un micro qui se balade, mais sinon parlez haut et fort. Monsieur Ziegler, ce n'est pas seulement finalement la loi que les riches ont dans leur portefeuille, mais c'est également la loi démocratique. Pourriez-vous nous dire comment vous faites pour penser à la fois la loi injuste et la démocratie juste? Vous pouvez oui, dites-moi, excusez-moi, je note une question. J'évoquais ce qui a été évoqué avant très justement. Les riches ont la loi dans leur portefeuille. Oui. Mais c'est pas seulement la loi. C'est pas la loi imposée, c'est pas la terreur qui vient après la Bastille. C'est la loi démocratique dans notre démocratie vivante. Comment faites-vous donc pour vous penser à la fois la loi injuste et la démocratie juste? Comment faites-vous? C'est-à-dire, je vais répondre. Oui, allez-y, oui. C'est vrai que Mme Bettencourt ne paye pas d'impôts. Elle a eu 100 millions d'euros qu'on a
été couvert en Suisse, transaction, c'est pas quoi, il ne va pas en prison. C'est vrai que la loi démocratique, elle est difficile à faire respecter. Il est difficile, la norme démocratique, à faire respecter. Il est vrai que l'oligarchie a des moyens incroyables et que la démocratie implique l'argent. J'ai presque pitié avec Sarkozy, vous savez, il se fait impliquer là dans l'affaire Bettencourt. Évidemment, très probablement, il a reçu fric, etc. Il ment comme un arracheur de temps. Pour se faire élire dans la société médiatique à la présidence de la République, il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Et celui qui a le plus d'argent a le plus de chances, probablement, pas si simple, mais enfin, il y a un lien entre les deux pour être élu. Donc, vous avez tout à fait raison de me contester, de dire la France. Non, là, vous n'avez pas raison. La France est une vraie vivante démocratie. Elle l'est. La France est un État de droit où la Constitution donne aux citoyens non seulement la garantie de ses libertés et droits fondamentaux, je ne vais pas être arrêté le matin, il n'y a personne des services secrets qui m'attend à la porte, qui me dit Ziegler, vous venez de dire ceci, cela, suivez-moi. Ben, dans les 3 quarts du pays du monde, c'est comme ça. Dans les 3 quarts du pays du monde, on n'aura pas ce débat ce soir. On n'aura pas. La France, les libertés sont garanties. Et en plus, par les élections, par la manifestation, par la grève générale, par les comptes de pouvoir que crée quand même le Secours populaire, attaque, enfin, c'est incroyable. Chaque fois que je publie un livre, ils sont tous bons, hein, je vous le dis tout de suite, personne ne le dit, j'attends que Françoise me fasse des compliments. Il se passe un phénomène, c'est la même chose chez Régis Debray, chez mes amis, hein, même chose extraordinaire, un flot d'invitations d'ONG, de syndicats paysans, de terres des hommes, etc., de Normandie, d'Alsace, d'ailleurs, de Colmar, magnifique, de Raboudos, etc. Il y a un tissu en France, unique probablement en Europe, d'organisations, de mouvements syndicaux, d'inspiration religieuse, tout ce que vous voulez, ou laïque, de solidarité, avec les plus pauvres ici ou au-delà des mers. Ce tissu est tout à fait impressionnant et j'en parle parce que je ne vais jamais donner des conférences, je n'ai pas le temps, etc. C'est pas pour ça, mais les demandes qu'on a, c'est la preuve même de cette extraordinaire vivacité de l'herbe qui pousse de cette société, de ces sociétés civiles. Extraordinaire. Et elle fait contrepoids au surplus de pouvoir qu'a le riche. Vous comprenez? Mais le combat est incertain. Le riche peut en permanence organiser des campagnes, détourner, empoisonner la conscience collective. Vous allez voir maintenant, les riches vont payer le Front National, mais à coups de milliards. Enfin bref, c'est une opinion personnelle. À coups de milliards, l'argent peut pervertir tout le temps, intervenir tout le temps. Vous avez tout à fait raison de mettre le point là-dessus dans le processus démocratique. Le pervertir, le détourner, etc. En Suisse, nous allons voter le week-end prochain, on vote tout le temps en Suisse, sur la création d'une caisse maladie unique, comme en France. Ce qui est l'évidence même, l'intérêt même pour les citoyens, qu'on ait une caisse maladie, une assurance maladie unique, cotisation terminée. Alors que maintenant, dans le système privé, chacun doit s'assurer chez une caisse, etc. Privé, des sociétés privées, coûtent les yeux de la tête. Chez nous, dans notre famille, on est maintenant 2, puisque les petits sont loin. On paye près de 1000 francs suisses uniquement de cotisation maladie en télélégal. Par mois. Par mois. Eh bien, c'est pas du tout sûr, les sondages sont tout à fait décourageants, que dimanche prochain, les Balois, les Genevois, les Zurichois, les Tessinois vont voter pour l'instauration d'une assurance maladie unique, parce que les banques, parce que les sociétés privées d'assurance maladie qui font des profits astronomiques ouvrent les murs des villes
d'affiches, ont des spots télévisés, ont mobilisé des bureaux multiples là, à Zurich et ailleurs, pour expliquer aux gens qu'ils allaient perdre votre travail, que la rente à vieillesse allait être diminuée, que etc. Ce serait la catastrophe économique si on vote oui à la caisse unique. Donc, je vous remercie d'avoir introduit de m'avoir contesté sur cette naïve affirmation démocratie contre l'oligarchie. C'est beaucoup, vous avez raison, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ça ne diminue en rien la nécessité de notre combat.